Ces lois, ces législations antiterroristes, elles ont comme effet majeur de pouvoir criminaliser, pénaliser des gens pour leur expression politique, pour leur action militante. Et nous sommes dans une période de régression sociale où on peut s'attendre à de nouvelles contestations, de nouvelles mobilisations. Et donc, il est important aussi de se protéger contre la répression et de voir les solidarités qu'on peut établir entre les différentes luttes. Donc, c'est dans cet esprit-là aussi que nous voulons ce meeting ce soir, de voir quels sont les liens qu'on peut tisser entre les luttes, ou les procès que les uns et les autres subissent. Je fais partie du comité T, qui est le comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme, qui est donc un comité qui rassemble divers acteurs qui ont décidé, suite à l'adoption des premières législations antiterroristes, d'assurer une forme de monitoring de ces législations antiterroristes, c'est-à-dire de suivre l'adoption de ces législations et de mettre en évidence les dérives qui existent en matière de lutte contre le terrorisme en Belgique à l'heure actuelle. Et donc, on a commencé avec la première de ces lois, qui est une loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. Et donc, cette loi, comme Mathieu l'a dit aussi, nous vient à l'origine de l'Union européenne, en tout cas pour le droit belge, à la base de décision cadre de 2002 sur les infractions terroristes, qui elle-même est d'inspiration britannique et au-delà de l'Atlantique. Et donc ça a été la première loi sur laquelle on s'est concentré. On s'est rendu compte que, postérieurement à 2001 évidemment, et aux attentats du 11 septembre, il y a eu toute une série de législations qui ont été adoptées. Alors c'est des législations qui parfois étaient en préparation avant. Les attentats du 11 septembre ont surtout servi de désinhibants qui ont permis à toute une série d'acteurs de mettre en avant ces lois et de justifier l'adoption de ces lois. Il y avait évidemment toute une série de choses qui existaient avant le 11 septembre 2001 et le terrorisme existait déjà avant le 11 septembre 2001 et était d'ailleurs réprimé en Belgique avant le 11 septembre 2001 et toutes les législations qui ont été adoptées par la suite. Alors, il y a eu des législations relatives aux méthodes particulières d'enquête qui donnent plus de pouvoir aux services de police qui en fait n'ont fait que légaliser certains pouvoirs qui étaient déjà utilisés par les services de police en pratique. Et donc il y a eu un cadre légal qui a été mis sur pied, un cadre légal qui est, selon nous, déséquilibré. Il y a eu également des législations relatives aux méthodes de recueil de données. Là, c'est concernant les services de renseignement et de sécurité, donc les services secrets, la sûreté d'État d'une part et son pendant militaire d'autre part. Il y a eu des législations relatives aux habilitations de sécurité. Il y a eu des législations relatives au mandat d'arrêt européen. Et donc, toute une série de législations qui sont venues enrichir, entre guillemets, le droit belge, ou polluer selon le point de vue, et qui ont étendu de manière très large les pouvoirs donnés, les prérogatives données au pouvoir répressif. Alors, la loi cardinale, la loi qui est à la base de toutes celles-là, je vous le disais, c'est celle du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. Alors, cette loi a été très tôt critiquée par différents acteurs en raison de son caractère vague. Elle contient une définition des infractions terroristes, une définition de ce qu'est un groupe terroriste et de l'appartenance à un groupe terroriste. Cette loi donc a fait craindre dès son adoption à des risques de dérive. Elle a été adoptée et votée comme un seul homme au Parlement à l'époque. Elle a donc dû faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, puisque vous savez qu'une loi, lorsqu'elle a été votée par le Parlement, peut encore être contestée et être examinée par la Cour constitutionnelle qui va devoir vérifier si elle respecte la Constitution belge et les principes supérieurs que sont par exemple la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc un recours a été introduit par la Ligue des droits de l'homme à l'époque. Alors ce recours a été rejeté. Il a été rejeté notamment pour une raison. C'est parce que la Cour nous a dit que, en fait, il appartiendrait au juge, que cette loi était certes peut-être un peu vague, mais qu'il appartiendrait au juge de lui donner corps, de déterminer ce qui serait ou non un comportement terroriste, ce qui serait ou non une appartenance à un groupe terroriste. Et donc, on a comme ça donné un pouvoir assez important au juge, ce qui n'est pas normal. En principe, en droit pénal, il y a un principe de légalité des infractions, donc on doit savoir avec précision quelles sont les infractions pénales et à quelle sauce on pourrait être mangé par le juge. Là, une certaine liberté a été laissée
aux juges dans l'application de ces législations. Je vais partir de faits tout à fait personnels. Si vous regardez ma biographie sur Internet, qu'est-ce qu'il est mis? Elle était à la sortie de prison de Pierre Carrette lors de sa sortie à Louvain. Bon. Alors, ça revient régulièrement, vous avez beau l'effacer, ça revient de manière récurrente. C'est pourtant pas le fait le plus important de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai tenu à y être, alors que je ne connaissais pas Pierre Carrette, que personnellement, je n'ai jamais posé de bombe, donc ce n'était pas une sympathie de ce côté-là, mais je considérais que c'était une question de principe extrêmement importante. Il aurait dû bénéficier de la loi Lejeune, il aurait dû pouvoir sortir de prison, mais on exigeait de lui du repentir. Il devait dire qu'il regrettait et qu'il n'avait plus les mêmes idées que celles qu'il avait au départ. Alors ça voulait dire que, par exemple, je ne sais pas moi, le capitalisme était devenu moral depuis. Hein. Ça aurait fait plaisir sans doute au directeur de la prison et aux autorités. Et comme il se refusait à cela, il était obligé de mener sa peine jusqu'au bout, alors qu'un assassin banal, je dirais, qui tue sa femme ou l'amant de sa femme, il est assuré d'avoir le bénéfice de la loi Lejeune. Donc, à partir de là, je voudrais rebondir sur ces lois liberticides qui sont de plus en plus nombreuses. Je ne reviendrai pas sur les aspects juridiques. Bien sûr, il faut dans tous les pays du monde des lois qui répriment ceux qui assassinent d'une manière ou d'une autre. Ou quelqu'un qui donne une arme, et ça ce serait l'incitation au meurtre, quelqu'un qui donne une arme et qui dit, voilà, tire sur lui, ça c'est vraiment une incitation directe au meurtre. Mais en fait, la réalité d'aujourd'hui est tout à fait différente, puisque on a élargi cette catégorie qui est assez légitime à toutes les personnes qui diffusent, qui soutiennent les idées de mouvements qui ont des activités terroristes ou qui ont eu des activités terroristes. Et c'est là, évidemment, que ça devient insupportable. Et je dirais que l'étape suivante, on y est, c'est la criminalisation de tous ceux qui défendent la liberté de penser et la liberté d'expression. Et donc, on est dans cette étape-là où n'importe qui peut être suspecté parce qu'il a défendu la liberté d'expression de quelqu'un qui n'est pas dans la ligne, on ne dit pas du parti, mais dans la ligne de l'ordre établi. Alors, ces listes de groupes terroristes, elles sont très fluctuantes. Et là, si on regarde avec un regard d'historien, on voit par exemple que l'ANP de Nelson Mandela, aujourd'hui, les écoles gardiennes s'appellent Nelson Mandela, mais il y a quelques décennies, Nelson Mandela, c'était la personne recherchée numéro 1. Il allait mettre le feu à l'Afrique du Sud, démolir le seul pays qui fonctionnait, instaurer le communisme, etc. Et donc, il était dans les personnes recherchées, et un membre de l'ANP, c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et donc, ces listes sont fluctuantes. Pensons à Yasser Arafat, à un moment criminalisé, puis il va prendre le thé avec le pape, et puis il est reçu par le président des États-Unis, puis il redevient criminel de nouveau. Tout cela n'a pas une consistance objective. Et on pourrait dire la même chose aussi des moudjahidines du peuple en Iran, qui, selon les moments, sont des interlocuteurs valables ou bien sont des terroristes. C'est vrai que les organisations syndicales et le syndicalisme en général a une grande histoire, une grande expérience de la répression. Il n'y a pas si longtemps, c'est en 1921, et c'est un acte quand même fondateur du syndicalisme. On a annulé une loi du code pénal en Belgique, l'article 310, qui était la loi qui condamnait les meneurs.
le fait de mener, de pousser d'autres personnes à mener en l'occurrence des actions syndicales. C'est assez amusant parce que, enfin amusant, avec beaucoup de dérision, parce qu'on parle aujourd'hui d'amener, de créer une nouvelle inculpation terroriste qui est le fait d'inciter, même indirectement, à commettre des actes. Je trouve qu'il y a un certain écho à cette fameuse loi contre les meneurs. Donc on l'annule en 1921 et en 2013 réapparaît quelque chose qui y ressemble très très fort, même pas un siècle après. Le syndicalisme, en tout cas certains actes de la lutte syndicale, sont régulièrement attaqués et il n'a pas fallu de loi antiterroriste pour ça. On peut citer, c'est très connu, que lorsqu'il y a des grèves dures, des blocages, des piquets de grève, on a ce qu'on appelle les fameuses ordonnances unilatérales qui sont prises en référé. Donc en gros, on a un patron qui va auprès d'un tribunal et qui dit il y a un risque de voie de fait parce que des gens ont appelé à bloquer mes usines. Le juge, très souvent, le suit et prononce une ordonnance unilatérale, donc sans même écouter la partie adverse, et qui décrète que voilà, aucun syndicaliste ne pourra s'approcher de moins de 300 mètres de l'entrée de l'usine pour couper court à toute action. Il y a régulièrement des inculpations pour rébellion. Encore il n'y a pas si longtemps, il y a un délégué CNE, délégué principal chez Carrefour, qui a été inculpé pour rébellion contre la police. Et il a eu l'énorme chance de pouvoir produire un film qui montrait ce qui s'était vraiment passé pour qu'en fait les poursuites soient abandonnées. Mais sinon, il avait contre lui le témoignage de 4 ou 5 policiers qui déclaraient en chœur que oui, il s'était rebellé contre la police, qu'il avait donné des coups à la police. On a pu voir sur le film que c'était tout l'inverse. La JOC organise depuis maintenant 2 ans, enfin en tous les cas vers l'extérieur 1 an et demi, une campagne qui s'appelle Stop Répression et qui effectivement a très vite pris la décision de ne pas se concentrer uniquement sur la violence policière, mais bien de parler de répression d'État et d'aborder différents axes de ce qu'on appelle aujourd'hui le tout sécuritaire et qui est vraiment un réflexe bien inscrit depuis un certain temps. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le fait que les lois qu'on aborde ici aujourd'hui, les différentes mesures, je ne vais pas revenir sur les lois antiterroristes, je ne suis absolument pas qualifié techniquement parlant, notamment par rapport aux différents intervenants, mais on a la loi antiterroriste, on a un projet de loi sur les groupements radicaux, on a les amendes administratives, et j'en passe. On a la légalisation prochaine de toute une série d'armes soi-disant non létales. On a d'ailleurs changé le nom suite à la démonstration de la réalité. Elles ne sont plus non létales, mais moins létales. Je cite le PDG de Taser. Alors, qu'est-ce qui change? Les différents intervenants l'ont dit. Finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'était déjà possible avant. Qu'est-ce qui change quand on rentre dans un système qui cherche à élargir les pouvoirs de l'État en matière de répression? Dans le projet de loi sur les groupements radicaux, c'est intéressant quand on a la discussion qui s'est tenue, notamment dans les discussions entre cabinets ministériels, quand on discute le projet de loi. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce discours? Toute une série de choses très intéressantes. La première chose, c'est que finalement l'argument de fond, le seul argument, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui décident, des cabinets, etc., ne voient pas le danger de construire des juridictions administratives, etc. Ils voient très bien, ils le disent. Qu'est-ce qu'on leur répond? On dit oui, mais les tribunaux sont engorgés, c'est trop lent, c'est trop compliqué, on va faire plus rapide. En gros, en fait, ce qu'on dit, c'est on va mettre en place des tribunaux d'exception, parce que comme ça va aller plus vite. Tribunal d'exception, les exemples historiques, et Mme Morelli ne me contredira pas, font plutôt peur. C'est à propos du mot terrorisme. Je crois qu'on emploie trop naïvement ce terme. Qu'on emploie trop. On a dit avant la législation terroriste, antiterroriste, on poursuivait déjà des actes de terrorisme. Mais c'est quoi les actes de terrorisme qu'on poursuit? Par exemple, je pensais à ce fameux recrutement. En 1936, il y avait des agents terroristes qui recrutaient dans toute l'Europe pour la guerre d'Espagne
pour soutenir la République espagnole. Ces actes tomberaient sous le coup de la législation actuelle, ainsi que tous les actes de solidarité avec le Nicaragua des années 80. Des internationalistes qui étaient allés au Nicaragua seraient tombés sous la coupe de cette loi. Bon, on dit, il s'agit des islamistes, mais des islamistes qui vont dans des pays occupés par des puissances coloniales sont quand même dans une situation comparable à ces internationalistes. Donc dans la loi de décembre 2003, l'infraction terroriste est définie en particulier comme toute forme de pression exercée sur le gouvernement pour qu'il change des décisions qu'il a prises. Donc l'action syndicale, dans ce cadre précis, peut être poursuivie, mais comme il a été dit, c'est à la discrétion du juge. Le lobbyisme aussi. Je ne fais pas de commentaire, je dis ce qui est dans la loi. Maintenant, quel est le but de cette loi? Il y a eu le contexte, les attentats aux États-Unis, une législation qui était prête aux États-Unis, qui a débouché en 1 semaine et demie après les attentats dans le fameux Patriot Act, qui est une restriction historique des droits civils aux États-Unis, et dans le même mouvement, une décision qui était déjà préparée par les techniciens au niveau de l'Europe pour obliger les États membres de l'Union européenne à adopter dans leur propre législation, quand ils ne l'avaient pas encore, une législation antiterroriste. On demande, mais quelle est la spécificité de cette loi? C'est que quand le juge ou le tribunal prouve, entre guillemets, qu'il y a donc une infraction terroriste, le fait qu'elle soit décrétée terroriste, vous êtes sanctionné plus durement que si vous aviez commis un délit pénal qui n'est pas reconnu comme terroriste. Quand il y a eu la commission parlementaire d'évaluation en 2009, c'est regrettable à dire, c'était public, il n'y avait personne. Il y avait 2 membres du CLEA, bon, c'est pas pour dire que c'était le CLEA qui était là, mais il y avait personne. Or, bon, la Ligue et d'autres associations ont invité, ont incité les gens à venir. C'est une façon de rendre compte aux parlementaires que ce n'est pas une loi anodine. A fortiori, quand on est contre, ben, il y avait 2 personnes, il y a eu 4 séances en tout, là, on était le plus nombreux, il y avait 5 personnes dans le public, 2 personnes du CLEA et 3 étudiants qui avaient été sans doute chargés par leur prof de faire un travail. À propos par les 2 derniers intervenants, gardons à l'esprit que dans la majorité des cas, quand un gouvernement fait voter une loi spéciale, c'est-à-dire une loi qui déroge à un cadre juridique général, dans 90% des cas, c'est pour être plus répressif. On n'a pas parlé, je ne sais pas quelles sont les sanctions dans cette histoire, mais en général, c'est toujours pour franchir un degré et pour s'affranchir d'un certain nombre de contraintes juridiques qui permettent de sanctionner beaucoup plus lourdement. Donc chaque fois qu'on apprend quelque part qu'une loi spéciale a été votée comme celle sur le terrorisme, il faut être très très prudent et il faut tout de suite réagir.